Lorsque vous souhaitez créer une base de données, il faut en amont faire un travail sur papier colossal. Autant dans des logiciels comme Word ou Excel, on peut éventuellement se passer d'une préparation papier avant, autant dans Access, il est indispensable de préparer sur papier le travail que l'on souhaite réaliser sur l'ordinateur. Ne vous jetez pas sur l'ordinateur avant d'avoir réfléchi et exposé clairement sur papier les objectifs à atteindre. Pour ce faire, aidez-vous d'un mini cahier des charges. Ce mini cahier des charges doit être un dossier qui vous permettra par la suite de créer votre base de données, mais aussi de suivre son évolution. À chaque coup que par la suite, vous ferez des modifications dans votre base de données, en termes structurels bien évidemment, il faudra le reporter dans ce dossier, de manière à obtenir un suivi de votre base de données. Alors ce mini cahier des charges, de quoi va-t-il être constitué ? Dans un premier temps, il va vous falloir définir les sorties d'informations. La question à se poser, c'est quels sont les résultats que je souhaite obtenir une fois que ma base de données va fonctionner. Décrivez ces résultats, faites une liste exhaustive de toutes les sorties que vous souhaitez obtenir. Par exemple, je souhaite avoir l'état de mon stock, je souhaite pouvoir sortir une fiche produit, je souhaite pouvoir sortir une fiche fournisseur, une fiche client, etc. Attention toutefois, restez, du moins au début, modeste dans vos ambitions. La tendance naturelle consiste à vouloir mettre « je veux sortir ça, je veux sortir ça, je veux sortir ça ». À la fin, on s'aperçoit finalement que la plupart des sorties que l'on a prévues sont très peu consultées, voire jamais utilisées. Il vaut mieux faire une base de données petite et la faire évoluer dans le temps, plutôt que de prévoir dès le départ la gestion de tout et ne pas arriver à concevoir et à réaliser le travail. Une fois que vous avez créé la liste exhaustive de toutes vos sorties, il faut définir les entrées. Les entrées, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'il va falloir que je saisisse pour pouvoir obtenir les sorties que je souhaite. Toujours faire ces entrées par rapport à vos sorties. À chaque coup que vous rajoutez dans votre liste une entrée, posez-vous la question, est-ce que cette valeur que je saisis ou que je rentre dans mon système est utile dans mes sorties ? Si l'entrée que vous souhaitez faire ne sert absolument à rien dans vos sorties, ne la mettez pas dans votre liste. Il faut qu'il y ait un rapport entre les entrées et les sorties. Passez ensuite au traitement. Quels sont les calculs ou les process à mettre en œuvre sur les entrées pour obtenir les sorties ? Définissez clairement tous vos traitements, les formules de calcul que vous allez employer, les process que vous allez mettre en œuvre. Exemple, si je souhaite obtenir comme résultat la quantité restante en stock, il va falloir à un moment donné que je fasse une formule du genre stock d'inventaire moins total des sorties plus total des entrées. Si l'une de ces trois informations n'existe pas dans mon système, je ne peux pas faire ce traitement. Donc ça veut dire qu'il me manque quelque chose en entrée, et donc je rajoute l'information manquante. Définissez aussi les process. Quel cheminement allez-vous suivre lors de la passation d'une commande, par exemple ? Une fois le chapitre traitement réalisé, définissez vos stockages. Quelles sont les informations à conserver dans les entrées ou dans les traitements ? Ces informations, comment est-ce que je peux les répartir dans des tables ? Lorsque vous trouvez une série d'informations du genre la référence, la désignation, le prix, la quantité, etc., toutes ces informations peuvent être regroupées dans une table produit. Je trouve la référence de mon fournisseur, le nom de mon fournisseur, son adresse, ses références bancaires, tout ceci peut être regroupé dans une table. C'est juste une question de bon sens. Par contre, attention, évitez la redondance d'informations. Qu'est-ce que c'est que la redondance d'informations ? C'est le fait d'avoir deux fois la même information sous la même forme ou sous des formes différentes. Exemple, je stocke le prix auquel j'ai vendu un produit et la quantité que le client m'a commandé. Est-ce bien raisonnable de stocker le montant hors taxe correspondant ? Non, puisque à partir du prix du produit et de la quantité qui a été commandée, je peux à n'importe quel moment par un simple calcul retrouver le montant.
À partir du moment où vous trouvez une information redondante, ça laisse sous-entendre très fréquemment qu'il faut éclater cette information dans 2 tables et faire une liaison. Lorsque vous définissez et que vous regroupez donc les informations de même nature dans une table, il vous faut pour chaque table définir s'il s'agit d'une table de base ou une table de mouvement. Une table de base, c'est une table dont le contenu est peu susceptible de changement. Une table famille, une table produit, une table client. Nous ne rajoutons pas tous les jours des produits, nous ne rajoutons pas tous les jours des familles. Une table de mouvement, c'est une table dans laquelle, en permanence, nous venons rajouter ou modifier des renseignements, comme par exemple les commandes clients ou les commandes fournisseurs. Pour chaque table, vous devez définir champ par champ le nom du champ, son type, éventuellement à quoi ce champ est lié, donner une description de votre champ, à quoi est-ce qu'il sert, sa légende, la légende étant l'information qui par la suite sera reprise automatiquement par Access dans les formulaires en tant qu'étiquette pour pouvoir indiquer à l'utilisateur ce qu'on lui demande, tout simplement. Définissez, si besoin, quelles sont les contraintes que vous voulez appliquer sur ce champ. Je veux que des valeurs positives dans ce champ, je veux que les valeurs soient comprises entre temps et temps, etc. Définissez aussi les autres propriétés. Par exemple, le formatage. Je souhaite que ma date soit présentée au format jour-mois-année. Je souhaite que ce montant soit mis au format euro. Cette opération peut être très laborieuse et très longue. Il faut impérativement, pour chaque table que vous allez créer, définir toutes ces informations. Ensuite, il va vous falloir passer à la création du modèle relationnel. Dans ce modèle relationnel, contentez-vous de dessiner vos tables sous la forme de rectangles en indiquant uniquement les clés d'accès et les champs de liaison. Si je prends cet exemple, qui au passage sera l'exemple que nous allons utiliser tout au long de cette formation, eh bien, j'ai mis en place ce modèle relationnel. Une table client, chaque client aura une clé d'accès. Cette clé d'accès me permettra, lors d'une commande client, de stocker la référence du client dans l'entête de commande. Chaque commande aura un numéro qui lui est propre. Ce numéro de commande me permettra, dans une table détail de commande, de stocker la quantité commandée, le prix auquel le client va acheter ce produit, les remises éventuelles, etc. Dans cette table détail, je trouverai un champ contenant la référence du produit sur lequel je suis en train de travailler, c'est-à-dire le produit qui vient d'être commandé par ce client. Cette référence me permettra de retrouver dans la table produit la désignation de ce produit, son prix, la quantité en stock, le stock d'inventaire et autres informations. Ce produit appartiendra à une famille de produits. Il s'agira peut-être d'un produit gros électroménager, petit électroménager, IFI. La référence de la famille me permettra d'aller dans la table famille pour retrouver à quelle famille appartient ce produit. C'est le produit appartenant à la famille IFI vidéo, c'est le produit appartenant à la famille gros ou petit électroménager. Lorsque vous créez ce modèle relationnel, commencez toujours par faire les liaisons par rapport aux tables de base. J'ai comme table de base la table famille, j'ai comme table de base la table produit. Je commence par créer cette liaison. Pour chacune des liaisons, je me demande s'il s'agit d'une liaison bijective. À partir d'une référence famille, je veux retrouver tous les produits. Tel produit, à quelle famille appartient-il? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une liaison unijective? Je souhaite savoir uniquement, pour telle famille de produits, quels sont les produits correspondants et c'est tout. Réfléchissez si vous devez mettre en place l'intégrité référentielle. L'intégrité référentielle, c'est un système qui permet de ne pas avoir des informations non cohérentes, par exemple. Est-il possible d'avoir un produit n'appartenant à aucune famille? Eh bien, dans mon système, non. Tous mes produits doivent appartenir à une famille précise. Si je mets en place un système d'intégrité référentielle, Access se chargera de me dire « Attention, il manque une information dans ta fiche produit, il manque la référence à la famille auquel appartient ce produit. » Une fois que vous avez défini les relations qu'il y a entre les tables de base, famille, produit par exemple, il va vous falloir définir les relations qu'il y a entre les tables de base et les tables de mouvement.
j'ai une table de base client, il y a une relation à définir par rapport aux commandes. Il y a une autre relation à définir de la table commande à la table détail de commande. Et enfin, il y a une relation à définir entre produit et détail. Pour chacune de ces relations, toujours se demander quel est le sens de cette relation, bijective ou unijective. Est-ce que j'efface en cascade? C'est-à-dire, si j'efface un client, est-ce que je dois effacer toutes les commandes de ce client et le détail de ses commandes? Mise à jour en cascade? Est-ce que si je modifie quelque chose, ça a une répercussion sur les autres tables? Et dois-je mettre en place l'intégrité référentielle? Une fois que ceci est fait, et cela peut demander beaucoup de temps, vous allez passer à la réalisation concrète dans Access. Dans Access, il va vous falloir en premier créer vos tables. Pour créer vos tables, utilisez la fiche suiveuse que vous avez créée au préalable. Vous tapez le nom du champ, vous sélectionnez son type, vous mettez sa description, vous saisissez sa légende, vous écrivez les différentes informations nécessaires pour contrôler la validité de la saisie de l'utilisateur et vous définissez les autres propriétés, et ce, champ par champ. Une fois toutes vos tables créées, en commençant par les tables de base et en suivant par les tables de mouvement, vous mettez en place le modèle relationnel. Dans Access, vous définissez les différentes liaisons et la manière dont ces liaisons doivent fonctionner. Vous créez ensuite les requêtes liées au formulaire de saisie. Une requête liée à un formulaire de saisie est une requête qui va nous permettre de faire un formulaire avec des informations issues de plusieurs tables. Une fois que ces requêtes sont créées, vous pouvez passer à la création des formulaires de saisie pour les tables de base. Ces formulaires de saisie permettront par la suite aux utilisateurs de nourrir la base de données et notamment de nourrir les tables de base. Dans l'exemple qui est ici, je vais commencer par créer le formulaire de saisie me permettant de rajouter des familles, puis le formulaire de saisie me permettant de rajouter des produits. En effet, je ne peux pas saisir de nouveaux produits tant que je n'ai pas créé les différentes familles. Une fois que cette partie-là est en place, nous allons pouvoir passer à une phase de test. On va effectuer la saisie dans les tables de base à partir des formulaires que nous venons de créer. Et nous allons vérifier que cela fonctionne correctement. Quand je saisis des informations, est-ce que ces informations se stockent bien dans les tables correspondantes? Est-ce que, quand je saisis une certaine donnée, je ne reçois pas un message d'erreur? Est-ce que tous mes contrôles de véracité sont opérationnels? Je saisis une dizaine d'enregistrements par table pour pouvoir avoir la liste la plus exhaustive possible, de manière à être certain, avant de passer aux étapes suivantes, que la base de mon système est complètement opérationnelle. Surtout, ne faites pas les 3 dernières opérations tant que la première partie ici n'est pas complètement opérationnelle. Une fois cette première partie mise en place, vous pouvez commencer par créer les requêtes de consultation, c'est-à-dire les requêtes qui vous permettront d'obtenir les résultats à partir de vos saisies. Une fois ces requêtes créées, vous passez à la création des formulaires et des états liés aux requêtes de consultation. C'est-à-dire comment présenter mes informations pour les rendre le plus lisibles possible à l'utilisateur. Tous ces formulaires et tous ces états utiliseront les sorties que vous obtenez grâce à vos requêtes de consultation. À ce niveau-là, il vous faut encore tester. À partir du jeu d'essai que vous avez fait ici, que vous avez saisi à ce niveau-là, il vous faut tester si les résultats obtenus sont bien ceux attendus. Une fois ces 2 étapes réalisées et après avoir vérifié donc la véracité des informations, vous pouvez passer à la création des requêtes actions. Une requête action est une requête qui va nous permettre de modifier certaines choses à la volée. Par exemple, je souhaite augmenter de 2% le prix de tous les produits de la famille Intel. Les requêtes actions sont très dangereuses. Il faut, avant de les mettre en œuvre, être sûr qu'elles fonctionnent et surtout être sûr que tout ce que vous avez actuellement dans votre base de données est parfaitement opérationnel. Une fois toutes ces étapes faites, vous pouvez effacer tous vos essais, en conservant bien évidemment la structure de vos tables, de vos requêtes, de vos formulaires, et vous pouvez livrer le produit final à l'utilisateur. Nous avons vu dans cette vidéo quelle était la préparation à mettre en place
avant d'allumer l'ordinateur pour concevoir et réaliser une base de données Access.